Donc, je vais essayer en quelques mots et à grands traits un peu caricaturaux d'introduire cette table ronde sur l'Europe en disant que nous assistons en France et dans toute l'Europe à une grande désillusion européenne. La promesse d'une Europe fraternelle et sociale se heurte à une réalité bien différente et qu'aucune de ces promesses qu'on pouvait espérer n'a vraiment tenu. Ni face à ces grands défis, les grands défis de société, le grand défi environnemental, ni les défis de société sur la question des migrants, sur la question de l'égalité des droits des femmes, tout cela n'a pas vu se réaliser. Et non seulement ces grands défis-là n'ont pas été relevés à la hauteur où il aurait fallu que l'Europe les relève, mais au contraire, on a vécu dans chacun des pays européens à une dégradation globalement, on va dire, je ne fais pas dans le détail là, mais à une régression sociale avec une mise sous tutelle des budgets nationaux, avec la position par l'Europe de ces budgets d'austérité, avec la condition de réforme structurelle, dont on sait, et on l'a encore vu ce matin, qu'ils veulent dire régression des droits sociaux, qu'ils veulent dire marchandisation, disparition des services publics ou mise en concurrence de l'ensemble des services publics, qui fait que la notion même de service public à l'échelle européenne n'a pas beaucoup de sens. Et donc nous avons vu donc cette désillusion nourrir dans nos pays, dans tous les pays, des replis frileux par rapport à l'Europe, des replis nationalistes, des replis qui aboutissent soit au Brexit, soit à la montée de l'extrême droite dans certains pays. Et donc aujourd'hui, c'est le thème de notre table ronde, on l'a intitulé « Ni libéralisme, ni nationalisme, comment changer l'Europe ?» Bon, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que nous ne céderons en rien à l'illusion d'une impasse de l'éclatement, de l'émiettement européen, mais qu'il faut bien trouver les moyens de changer cette Europe pour reconstruire un espoir européen qui ait du sens, pas seulement pour les marchés, mais qui ait du sens pour les citoyens européens. Et donc, changer l'Europe, par où ça peut passer aujourd'hui? Alors, d'une certaine manière, excusez-moi du manque comment on dit, je ne sais plus le mot, c'est pas grave, c'est peut-être pas si difficile que ça d'énoncer les grands défis qui permettraient de remettre l'Europe sur des rails d'une Europe sociale et fraternelle. Au niveau de la gauche démocratique et sociale, on a essayé de faire l'exercice et on a produit un texte qui s'appelle 5 points, 5 objectifs, 5 thèmes, pour montrer justement que la définition d'objectifs qui nous permettrait de redéfinir une Europe telle que nous la souhaitons ne sont peut-être pas si difficiles et à énoncer et à partager. Alors je ne vais pas reprendre là toute l'énonciation de nos 5 grands principes. Le premier, c'est sûr, ça s'appelait Rendez-vous les milliards, sur la question de la fraude fiscale, mais aussi la place de la Banque Centrale Européenne, de son rôle qu'elle devrait jouer, etc. Le deuxième était sur la question des droits sociaux, et comment on arrive à une Europe qui permet l'avancée des droits sociaux. Le troisième était sur la question environnementale. Le quatrième thème était sur la question démocratique, remplacer la main du marché par la main d'une réelle démocratie. Et le cinquième sur une Europe pacifiste et ouverte. Donc énoncer déjà, et vérifier on est capable d'énoncer ensemble des objectifs, des défis, je sais que tu as employé ce mot, Marie-Christine, des défis qui nous permettraient de redéfinir des perspectives européennes. Mais encore faut-il aussi trouver les chemins pour les réaliser, et pas simplement faire une sorte de propagande comme ça, éthérée sur une Europe telle que nous la voudrions, mais de pouvoir retrouver des chemins pour que ces différentes thématiques trouvent des réalisations. Et là aussi se posent les questions stratégiques, de comment construire des rapports de force, on vient d'en parler, qu'est-ce que c'est les mouvements sociaux, comment construire des rapports de force, et comment, dans les échéances qui sont devant nous aujourd'hui, et les élections européennes en particulier, nous sommes capables de semer des graines en tout cas. Et est-il possible, à travers, et ça reviendra aussi, quel mandat pouvons-nous donner à des députés européens aujourd'hui qui permettent vraiment de faire levier ou non sur des orientations ou des réorientations de l'Europe? Et comment, au niveau de l'Europe même, les mouvements sociaux peuvent-ils se construire des solidarités européennes pour peser dans construire ce rapport de force? Donc c'est autour de ces questions que nous avons proposé aux 3 intervenants de développer chacun avec son approche, puisque nous avons autour de la table 3 intervenants qui parlent d'endroits un petit peu différents. Donc Marie-Christine Vergiat, qui est députée européenne, Front de gauche, membre de la gauche européenne, qui parlera bien sûr de son expérience, mais de son expérience à la fois concrète, mais mise en perspective aussi par rapport aux échéances qui sont devant nous. Pierre Calfa, qui est économiste,
ancien, j'ai compris, co-président de la Fondation Copernic, mais toujours membre de la Fondation Copernic, membre du conseil scientifique d'Attaque, qui aussi développera sur ces sujets ses convictions, et puis Christakis Georgiou, qui est chercheur en études européennes, Université de Genève, que nous connaissons bien, la gauche démocratique et sociale. Donc merci à vous trois de participer à cette table ronde. On dit dans des interventions 10 ou 15 minutes, hein, je pense qu'il faut que vous ayez le temps de développer. Donc voilà, si vraiment vous êtes trop long, je vous couperai, mais prenez le temps quand même de développer vos propos, parce que je crois qu'on est là aussi pour avoir le temps d'aller un peu, non pas au fond des choses, parce qu'on n'épuisera pas le sujet dans cette table ronde, mais quand même que chacun d'entre vous, au moins, puissiez développer votre propos. Marie-Christine, je te propose de commencer. Et voilà, je te passe le micro symbolique, mais voilà. Il n'est que symbolique. Moi, sans micro, c'est un problème. Mais je vais essayer de forcer ma voix. Vous m'entendez au fond? Excusez-moi, mais j'ai une voix qui ne porte pas du tout. Hein. Je ne peux pas y faire grand-chose. Donc je vous prie de m'excuser pour ceux qui sont au fond. Je vais avoir du mal. Moi, j'aime bien, quand on va commencer ces débats, se demander de quoi on parle. Parce que l'Europe, c'est un peu facile, l'Europe. L'Europe, normalement, c'est un continent. Et l'Union européenne n'est pas tout le continent européen. Et il me semble que les progressistes devraient commencer par ne pas confondre les institutions européennes et le continent européen, y compris parce que ça induit des confusions entre les institutions européennes et le Conseil de l'Europe, qui est constitué autour de la Convention européenne des droits de l'homme et qui a 48 États membres. Quasiment tous les pays du continent européen, à l'exception de la Biélorussie. C'est pas la peine que je vous explique pourquoi la Biélorussie n'est pas membre du Conseil de l'Europe. Donc, on parle de l'Union européenne, on parle des institutions européennes. Et je crois, y compris que c'est ce que les citoyens disent, qu'il ne faut pas confondre ce que j'appellerais l'espoir européen, l'illusion européenne, pourront dire certains, et la réalité du fonctionnement des institutions européennes, l'Europe telle qu'elle se construit. Parce que quand on regarde sondage après sondage, la majorité des citoyens européens, et ça explique y compris, je pense, l'évolution d'un certain nombre de discours, la majorité des citoyens européens continuent de dire qu'ils sont européens. Mais ils sont de plus en plus critiques sur le fonctionnement des institutions européennes et sur la façon dont l'Union européenne fonctionne. C'est-à-dire qu'ils ne rejettent pas, si je puis dire, le rêve européen, ils rejettent les politiques actuelles de l'Union européenne. Et je crois que si on veut travailler sur des modèles alternatifs, c'est déjà important de se poser ces questions-là et de mettre ce cadre-là. Nous, on est plutôt sur une Europe des peuples, une Europe des nations, une Europe des citoyens. Je pense qu'on devrait être à peu près d'accord autour de ces concepts-là. Et il faut se demander, c'est quoi la réalité des institutions européennes? Je vais essayer schématiquement de vous parler des principales institutions européennes, y compris parce que je pense que c'est important à la veille des élections européennes que l'on sache de quoi on parle. Les trois institutions principales européennes, c'est la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement européen. Alors moi, je fatigue un peu, c'est peut-être parce que je suis députée européenne depuis 2009, qu'on me dise le Parlement européen ne sert à rien. Certes, admettons. Mais regardons à quoi sert le Parlement français, et notamment l'Assemblée nationale française aujourd'hui. Excusez-moi, mais tout est question de rapport de force politique, au Parlement européen comme ailleurs. Et c'est quand même assez incroyable. Alors, je suppose que la majorité d'entre vous ont fait comme moi, ils ont voté contre le traité constitutionnel, mais en même temps, il faut reconnaître que le traité constitutionnel, par rapport au traité de Lisbonne qui en est sorti, par rapport aux compétences du Parlement européen, a augmenté les compétences du Parlement européen. Il lui a donné notamment compétences en matière budgétaire, il lui a donné notamment compétences en matière de ratification des traités internationaux, et il lui a donné compétences de codécision dans la plupart des domaines législatifs de l'Union européenne. Donc le Parlement européen a un rôle, grosso modo, qui n'est pas très différent de celui du Parlement français. Je dirais même un peu plus, à l'exception de la fameuse initiative législative. Alors c'est vrai, le Parlement européen n'a pas d'initiative législative.
Mais à quoi ça sert d'avoir l'initiative législative en France quand on sait qu'aucune proposition législative ne passe sans l'accord du gouvernement? C'est-à-dire, ne sous-estimons pas le rôle de l'initiative législative. Je pense que c'est important qu'il y ait une initiative législative, mais en même temps qu'on n'en déduise pas que le Parlement européen ne sert à rien au motif qu'il n'a pas l'initiative législative. J'aurais tendance à dire même que la Commission européenne est plus sensible à l'opinion de la majorité du Parlement européen que le gouvernement par rapport à la majorité de l'Assemblée nationale. Je précise que j'ai travaillé quelques années à l'Assemblée nationale, donc je suis à peu près capable de faire la comparaison entre les deux en toute connaissance de cause, ayant vécu y compris des périodes de majorité et des périodes d'opposition à l'Assemblée nationale, ce qui permet de relativiser les choses. Donc le Parlement européen, il a... Donc, pour faire schématique, je dirais que la Commission a un rôle qui est grosso modo le même rôle que celui du gouvernement. Et qu'il faut rappeler que la Commission est composée de représentants de chacun des États membres, nommés après les élections européennes par les États membres et approuvés par le Parlement européen. C'est antidémocratique, mais quand même, il y a un minimum de démocratie qu'il faut quand même mettre en avant, plutôt que de dire la Commission européenne, c'est des technocrates. Facile. Si vous regardez le parcours politique de la plupart des fonctionnaires, des commissaires européens, ils sont tous anciens ministres, anciens premiers ministres, ou quasiment tous, ou anciens députés européens. Ils ont tous des carrières, quasiment tous des carrières politiques. Donc ce ne sont pas des technocrates. Et moi, pour avoir travaillé à la fois dans les groupes politiques et dans l'administration, j'ai tendance à dire que quand l'administration gouverne, c'est que les politiques ne font pas leur boulot. Et j'ai plutôt l'impression, dans les institutions européennes, que les politiques font leur boulot. C'est une question de majorité politique. Cette majorité politique, elle nous est défavorable. Et notamment à la Commission, puisque la plupart des gouvernements européens aujourd'hui sont des gouvernements libéraux de droite ou de social-libéralisme, ont été nommés en tout cas dans ces conditions-là. Donc je pense que c'est quelque chose d'important qu'il faut dire. Donc la Commission fait ce rôle, et après, normalement, quand il y a un texte législatif proposé par la Commission, il faut que le Conseil et le Parlement européen se mettent d'accord. Et ça ne se passe pas comme l'Assemblée nationale et le Sénat. Il n'y a personne qui a le dernier mot. Il faut que le Parlement européen et le Conseil européen se mettent d'accord sur le même texte. Et c'est souvent là que ça bloque. Pourquoi ça bloque? Et ça bloque de plus en plus d'ailleurs, parce que plus ça va, plus les États membres, au travers du Conseil, sont dans une position de repli sur les égoïsmes nationaux. Et donc, c'est des discussions de marchand de tapis entre les uns et les autres. Et il y a de moins en moins de possibilités de discussion entre le Parlement européen et le Conseil. Je vais vous donner deux exemples. Parce que je pense que c'est mieux quand on parle par des exemples. La question du congé maternité. Ça remonte à une dizaine d'années. Il y avait une proposition sur la table dont le minimum était de 16 semaines de congé maternité pour toutes les femmes de l'Union européenne. Ça ne changeait rien en France, mais dans beaucoup de pays européens, ça permettait au congé maternité d'augmenter. Le Parlement européen a proposé, notamment pour que ça bénéficie à toutes les femmes européennes, d'augmenter ce congé maternité à 20 semaines. À partir de ce moment-là, le Conseil a refusé toute discussion. Et la Commission a été obligée de retirer le texte parce qu'il n'y avait pas de possibilité de dialogue entre le Parlement européen et le Conseil. Refusé par le Parlement européen, refusé par le Conseil européen. On aurait pu imaginer qu'il y ait un deal, excusez-moi de le dire comme ça, à 18 semaines par exemple. C'est souvent ce qui se passe. En ce moment, on est sur les discussions des émissions de CO2. Le Parlement européen a voté 45, le Conseil 35. On va arriver à un accord, probablement, vu ce qui se passe en ce moment, que ça sera sur 35. Mais il y a des discussions. Là, il y a eu un refus de toute discussion. Et on a la même chose, pour venir sur des sujets qui me sont chers, avec le fameux règlement de Dublin sur la question des demandeurs d'asile actuellement. Il y a un an, le Parlement européen s'est mis d'accord sur un texte. Et j'ai voté ce texte. C'est un texte qui a été voté par 5 groupes politiques au Parlement européen, qui réformait le règlement de Dublin et qui supprimait notamment la notion de premier pays entrant qui oblige à enregistrer les demandes dans le premier pays entrant et qui permet, je dis bien permet, non pas oblige, aux États ensuite de renvoyer sur le premier pays entrant. Ce texte a été voté au Parlement européen il y a un an.
Depuis un an, le Conseil n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce texte. Conseil après conseil, on entend parler du règlement de Dublin. Et on dit que le Conseil ne s'est pas mis d'accord sur le texte. On ne parle jamais de la position du Parlement européen. Dans ce contexte-là, on a un rapport de force médiatique, politique, qui nous est forcément défavorable. Et je crois que c'est un des sujets de mieux travailler sur ces questions pour qu'on ait un rapport de force qui nous soit plus favorable. On l'a vu quand il y a une mobilisation citoyenne, vous avez dû entendre parler, c'est dans les derniers qui ont été mis en avant, le Parlement européen qui a interdit la pêche électrique, mais on est actuellement en négociation avec le Conseil, et je ne sais pas ce que ça va donner, parce qu'il y a eu une mobilisation avant le vote du Parlement européen, et depuis, on n'a plus cette mobilisation. Et c'est toujours comme ça, parce qu'on connaît mal le fonctionnement des institutions européennes. Et de plus en plus, on voit effectivement ce rôle des États membres monter et contourner même les possibilités du Parlement européen. Je vais redonner l'exemple des politiques migratoires parce que c'est celle que je connais le mieux, mais c'est aussi celle sur laquelle c'est le plus flagrant en ce moment. On parle de plus en plus d'externalisation de la politique migratoire européenne. Plus on externalise, moins le Parlement européen a de compétences. Le Parlement européen, il a surtout des compétences sur le territoire de l'Union européenne. Plus on renvoie des politiques extérieures, moins le Parlement européen a de compétences. C'est de la compétence politique des affaires étrangères. Et en matière de politique des affaires étrangères, c'est le Conseil qui décide. C'est même pas la Commission. C'est le Conseil qui est seul compétent en la matière. Donc on est de plus en plus contourné. Pire, vous avez sans doute entendu parler de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. On nous a expliqué que cet accord n'était pas un accord international. Si ça avait été un accord international, le Parlement européen aurait dû le valider. Comme le Conseil savait très bien que il n'y avait pas de majorité au Parlement européen, on a dit que ce n'était pas un accord, mais une décision, un agreement, comme ils disent un statement, pardon, et pas un agreement, comme on dit en anglais. Et donc, on a contourné le Parlement européen. Donc la question du fonctionnement démocratique des institutions européennes, c'est quand même celui-là. Notamment parce que dans les trois institutions, la moins transparente des trois, c'est le Conseil. On ne sait absolument pas quel est le mandat que les uns et les autres ont quand ils arrivent au Conseil et quelle position ils vont développer. Et on ne sait pas, ou très peu, sauf par les conférences de presse qui sont données à l'extérieur, quelle position a été défendue par les États membres. Il n'y a aucune transparence sur le vote des uns et des autres. Et ce que l'on constate en réalité, c'est que très souvent les États ont une position à l'intérieur et publiquement ils en affirment une autre. C'est tellement facile après de dire c'est pas nous, c'est les autres. Le gouvernement français étant un grand spécialiste de ce qui se passe en la matière. On est effectivement à la veille des élections européennes. Comme je ne veux pas être trop longue et que je dois... Oui. Voilà. Je vais dire, effectivement, je pense, d'autres reviendront sur ces choses, que les choses ont profondément changé depuis la crise de 2008 dans la question des rapports de force. Ça a encore été aggravé, même si ça n'a rien à voir, mais dans les rapports de force politiques, ça a été aggravé depuis les séries d'attentats. Il y a des sujets qui deviennent des sujets sur lesquels... on n'arrive plus à discuter sereinement de les discussions dans le rapport de force avec les États. Donc le rapport de force est de plus en plus compliqué à l'intérieur des institutions européennes. L'extrême droite monte partout, vous le savez, dans tous les pays, ou quasiment tous les pays de l'Union européenne. Je regardais, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une manifestation avant-hier à Barcelone, avec les franquistes en première ligne, et il y avait des milliers de personnes à cette manifestation. On avait tendance à dire que les pays du Sud, qui avaient connu des dictatures récentes, étaient un peu à l'abri. On s'aperçoit que c'est pas sûr. On a beaucoup cristallisé sur l'Italie. L'arrivée de Salvini. On a à peine parlé du fait qu'en Autriche, c'est à peu près la même chose, puisque c'est un accord entre les conservateurs autrichiens et l'extrême droite. Le FPO, c'est quand même pas rien, l'extrême droite autrichienne. C'est eux qui sont actuellement à la présidence de l'Union européenne. Les 6 mois de présidence tournante, c'est l'Autriche qui l'assume aujourd'hui.
On a vu l'évolution en Hongrie, et on sait depuis 8 ans, M. Orban est leader, est Premier ministre de Hongrie, et les choses sont de plus en plus dramatiques, il bafoue de plus en plus les libertés, avec des discours d'un racisme et d'une xénophobie qui sont hallucinantes, mais à aucun moment, les institutions européennes n'ont été capables de le bloquer. Pourquoi? Parce que le Fidesz, le parti de M. Orban, est membre du Parti populaire européen, le principal parti européen. Et ça se joue sur les rapports de force entre les uns et les autres. Et une des choses qui va se jouer, moi je suis persuadée de ça, dans les prochaines élections européennes, on parle de la recomposition à gauche, mais on ne voit pas qu'il va y avoir une profonde recomposition à droite. Il y a de plus en plus d'imprégnation entre les différentes droites. La droite conservatrice, la droite populiste, la droite autoritaire, la droite nationaliste, la droite extrême, l'extrême droite. Et les groupes politiques au Parlement européen aujourd'hui vont être impactés par la sortie des Britanniques. Pourquoi? Parce qu'ils sont la force principale de 2 groupes politiques. Le groupe des conservateurs et autour du Parti conservateur britannique, qui n'est pas au PPE, qui a fondé son propre groupe il y a 10 ans de ça maintenant, et le FDD, le groupe des démocrates pour les libertés et la démocratie directe. Plus ils sont de droite et plus ils sont pour les libertés et la démocratie, autour de l'UKIP et des 5 étoiles. Donc je pense tous ces groupes-là vont profondément bouger. Après les élections suédoises, on a vu les démocrates suédois, le parti d'extrême droite suédois, quitter le FDD où il était avant pour rejoindre le groupe des conservateurs. Et je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer là autour qui font que la droite va profondément être recomposée et que le PPE, qui est le groupe principal, joue sa position institutionnelle à l'intérieur des institutions. Et le rôle que joue l'Allemagne, y compris avec les résultats qu'on va avoir en Bavière d'ici la fin du mois, font que ça va peser là aussi dans le positionnement des uns et des autres au niveau européen. Donc je vais conclure, je crois que... pourquoi je dis tout ça? Ça a l'air technicien, etc. Parce que moi je suis persuadée que tout est une question de rapport de force politique, y compris que les rapports de force politique à l'intérieur du Parlement européen sont beaucoup moins binaires que dans un Parlement national. Et que ça compte parce que ça nous permet sur un certain nombre de choses d'obtenir des victoires. Et si on veut convaincre les gens d'aller voter aux élections européennes, il faut qu'ils aient un tout petit peu d'espoir qu'en votant pour un candidat aux élections européennes, ça peut avoir un tout petit peu de poids. Si on leur dit que le Parlement européen ne sert à rien, je vous souhaite bon courage pour la campagne, mais moi je ne sais pas faire comme ça. La seule alternative que nous avons, c'est de construire une autre alternative. Enfin, la seule voie politique que nous avons, c'est de construire une autre alternative politique. Et pour ça, la division est mortifère par rapport à ça. Le jeu de, je vais le dire à la hache, le jeu de petit lombric qu'on est en train de jouer, notamment en France, est dramatique. Parce la France va perdre une partie de ses positions à l'intérieur de la gauche européenne dans toute sa diversité. Ce qui veut dire qu'au lieu de constater où sont nos différences, il faut que nous travaillions sur le commun, sur quelles sont les choses qui sont capables de nous rassembler. Je vais terminer là-dessus. Pour moi, il y a 4 défis. Ces 4 défis, c'est le défi démocratique, tu l'as déjà dit. Moi, je dis le défi économique et social, parce que je pense que l'économie et le social sont intimement liés. Si on est dans une situation de réduction, d'aggravation des inégalités, de mise en cause des services publics, etc., tout ce qui dégringole en matière sociale, c'est à cause des politiques économiques. Donc il faut, pour retrouver de la marge en matière sociale, il faut changer les politiques économiques, et ces 2 défis ne sont pas séparés, ils sont intimement liés. Le troisième, c'est le défi environnemental et écologique. Je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Et le quatrième, que j'appelle moi démographique et solidaire, qui pose la question migratoire, mais au-delà de la question migratoire, la question de l'égalité des droits de tous ceux qui vivent sur le territoire européen, la question de la libre circulation, mais aussi la relation avec les pays du Sud. Parce que moi, on peut toujours rêver d'arrêter les guerres, je suis d'accord, moi je veux bien arrêter les guerres, je pense juste que ça va prendre un peu de temps.
Hein, et donc, à partir de là, c'est quelle relation on a avec les pays du Sud. Or, ce que l'on fait aujourd'hui, ce n'est pas des politiques qui sont contre les migrants, c'est des politiques qui sont contre les migrants qui viennent du Sud. C'est des politiques racistes et xénophobes. Et les mêmes qui disent on va lutter contre les causes profondes des migrations aggravent la situation dans ces pays-là, y compris avec les conséquences dramatiques en matière écologique. Je donnerai juste 2 exemples, les phénomènes d'accaparement des terres et les phénomènes de déforestation qui sont à l'origine des principaux mouvements de population aujourd'hui. Donc on a des chantiers, mais je pense qu'on a des chantiers sur lesquels on peut travailler en commun. Et c'est ce qu'on essaye de faire à un certain nombre, indépendant des groupes politiques à l'intérieur du Parlement, dans ce qu'on appelle le Progressive Caucus, dans lequel travaillent des socialistes, des écologistes et des gens de la gauche européenne. Et donc c'est possible, à condition qu'on ait envie de travailler ensemble.